Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il n'attaque pas ta valeur, il cherche à accéder à ton esprit. Les mots ne deviennent des armes que lorsque tu les laisses entrer. Chaque critique, chaque moquerie ou tentative d'humiliation est en réalité un test de pouvoir. Et celui qui réagit en premier perd. Parce qu'au moment où tu réponds avec colère ou justifies ta position, tu ne contrôles plus la conversation, tu es contrôlé. Maîtriser psychologiquement une attaque ne consiste pas à être froid ou distant, mais à avoir un esprit si stable que rien ne parvient à perturber ton centre. Les attaques verbales ne sont pas personnelles. Elles sont des projections d'insécurité, d'envie ou du besoin de sentir le contrôle. Comprendre cela est la première étape pour désactiver toute provocation. Cette vidéo t'apprendra une stratégie basée sur deux esprits maîtres, la logique de Machiavel et la sérénité des stoïciens. Machiavel comprenait que le pouvoir se maintient avec l'intelligence, pas avec l'émotion. Les stoïciens savaient que l'âme forte ne réagit pas, elle répond. En unissant ces deux perspectives, naît une méthode qui transforme chaque tentative d'agression en une opportunité de démontrer le contrôle, l'autorité et la force intérieure. Tout au long de ce voyage, tu apprendras 3 mouvements fondamentaux: refléter, dévier et recadrer. Refléter signifie ne pas réagir, garder son calme et utiliser le silence comme une arme. Dévier implique de rediriger l'attention de l'agresseur vers son propre comportement. Et recadrer, c'est prendre le contrôle total de la situation en redéfinissant l'attaque comme quelque chose d'insignifiant. Ce n'est pas une vidéo sur la défense, mais sur la domination. Il ne s'agit pas de fuir le conflit, mais d'apprendre à le transformer en une démonstration de pouvoir psychologique. Reste jusqu'à la fin, car après cela, personne n'aura plus de pouvoir sur tes émotions. 1. Réfléchis avec un silence calculé. Le feu s'éteint lorsqu'il ne trouve pas d'oxygène. De la même manière, une attaque verbale s'éteint lorsqu'elle ne reçoit pas ta réaction. La plupart des gens s'enflamment à la première étincelle, ils se défendent, crient, expliquent, justifient, et sans s'en rendre compte, donnent du pouvoir à l'agresseur. Chaque mot que tu lances dans un moment d'impulsion devient une brique que l'autre utilise pour construire sa domination sur toi. C'est pourquoi le premier mouvement pour dominer psychologiquement celui qui te provoque n'est pas de répondre, mais de réfléchir avec silence. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une stratégie. C'est la pause qui déconcerte, qui désarme, qui révèle qui a vraiment le contrôle. Quand quelqu'un essaie de t'humilier ou de te provoquer, il attend une réaction émotionnelle. Il veut voir s'il peut bouger tes émotions comme un marionnettiste. Mais quand il n'y parvient pas, quand tu restes immobile, observant, sans te perturber, le malaise change de côté. Celui qui lance l'attaque commence à sentir le poids de sa propre insécurité, son besoin d'attention devient évident, son masque se fissure. À ce moment-là, le pouvoir change de main. Tu n'as rien fait et pourtant tu as gagné. Le silence calculé ne signifie pas te réprimer ni rester passif. Cela signifie penser avant de parler, observer avant d'agir et choisir avec précision quand il vaut la peine de dépenser de l'énergie. C'est une démonstration de maîtrise de soi si forte que pour beaucoup, elle est intimidante. Machiavel disait que l'homme prudent agit peu et observe beaucoup, car chaque mot inutile peut être utilisé contre lui. Les stoïciens, quant à eux, enseignaient que celui qui maîtrise ses impulsions maîtrise son destin. Cette union entre stratégie et sérénité est ce qui définit le véritable maître psychologique. Pense au silence comme à un miroir. Quand quelqu'un t'attaque, ce que tu reflètes ne doit pas être ton émotion, mais la sienne. S'il crie, que son écho se perde dans ton calme. S'il te ridiculise, que sa voix se noie dans ta composture. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, car le silence, lorsqu'il est bien soutenu, crie plus fort que n'importe quelle défense. Un silence ferme, accompagné d'un regard stable, dit « Tu ne peux pas me perturber », et cela pour celui qui cherche à te provoquer est une défaite humiliante. Le pouvoir du silence réside dans ce qu'il génère. Tu ne l'utilises pas pour éviter les conflits, mais pour les diriger. Quand tu te tais avec intention, tu forces l'autre à se voir lui-même, tu le forces à affronter son propre vide.
Cette pause que tu crées devient un espace psychologique où l'esprit de l'agresseur commence à travailler seul, à se justifier, à vaciller. Il n'y a pas de punition plus forte que de faire face à l'écho de sa propre intention et de voir qu'elle n'a pas eu d'effet. Le silence protège aussi ton esprit. Il t'empêche de réagir impulsivement, de dire quelque chose que tu regretteras plus tard, de donner ton énergie à celui qui ne la mérite pas. Il te permet d'analyser, de rester ferme, de répondre si nécessaire, mais à partir de la raison, pas de l'émotion. Parce que celui qui maîtrise son silence maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit ne peut pas être manipulé. La prochaine fois que quelqu'un te provoquera, souviens-toi de ceci. Le pouvoir n'est pas dans la réponse, mais dans le choix de quand le faire. Le silence n'est pas une reddition, c'est le contrôle. Celui qui se tait avec intention n'est pas faible, il est stratégique. Réfléchir avec un silence calculé, c'est devenir un mur face aux offenses. C'est dire sans mots « je sais qui je suis » et je n'ai pas besoin de le prouver. C'est le genre de présence qui impose le respect même sans élever la voix. Parce que pendant que les autres dépensent leur énergie à crier, tu t'occupes de quelque chose de plus important. Garder le pouvoir entre tes mains. 2. Observe comme un analyste. Un prédateur n'attaque pas sur un coup de tête, il observe, calcule, attend le moment précis où sa proie baisse sa garde. Tu dois faire de même, mais sans violence, avec intelligence. La plupart des gens réagissent instantanément, poussés par l'émotion, sans prendre le temps d'analyser ce qui se passe réellement. Mais celui qui veut maîtriser psychologiquement une attaque doit devenir un observateur, pas un participant. Tu dois voir le conflit de haut, comme si tu regardais une partie d'échecs entre deux inconnus, même quand l'un d'eux est toi. Quand quelqu'un te provoque, ne réponds pas tout de suite, observe. Observe son ton, ses gestes, ses mots. Derrière chaque attaque se cache une intention, et si tu apprends à la détecter, tu cesses d'être la cible et tu deviens l'évaluateur. Cette personne veut une réaction émotionnelle, elle cherche à prouver son pouvoir sur toi. Mais quand tu la regardes calmement, comme un analyste qui étudie un comportement humain, tu as déjà gagné la moitié de la partie. Parce que tu ne ressens pas, tu comprends. Et la compréhension bat toujours l'impulsion. L'analyse te permet de voir ce que les autres ne voient pas. Pendant que quelqu'un te crie dessus ou essaie de te manipuler, tu es en train de décrypter ce qui se passe réellement. La peur déguisée en agression, l'insécurité déguisée en arrogance, la frustration cachée derrière un sourire sarcastique. Toute attaque a une origine, et celui qui observe attentivement peut la détecter avant qu'elle ne fasse de mal. C'est la différence entre un esprit impulsif et un esprit stratégique. Le premier réagit, le second domine. Machiavel disait que le pouvoir appartient à celui qui comprend les motivations humaines mieux que les autres. Et les stoïciens étaient d'accord. Le sage ne se laisse pas emporter par les apparences, il cherche la racine. Chaque provocation est un miroir de la personne qui la lance, pas de celle qui la reçoit. Si quelqu'un a besoin de t'humilier pour se sentir supérieur, tu vois déjà sa faiblesse. Si quelqu'un t'attaque en public, il cherche la validation. Si quelqu'un critique souvent, il vit dans la frustration. Celui qui observe comprend, et celui qui comprend ne se perturbe pas. Être analyste au milieu du conflit signifie entraîner ton esprit à traiter ce qui se passe en temps réel, sans perdre son calme. Respire, regarde, pense. Ne te laisse pas piéger par les mots. Regarde les émotions qui les soutiennent. Le langage corporel, la tension dans la voix, le regard qui évite le contact, tout parle plus que le discours. Apprends à lire entre les lignes, à détecter le véritable message caché derrière le bruit. Parce que quand tu sais ce qui motive réellement quelqu'un, tu peux prévoir son prochain mouvement, et alors tu as le contrôle. Observer ne signifie pas rester immobile, cela signifie se préparer. L'analyse te donne du temps, et le temps te donne du pouvoir. Pendant que les autres dépensent de l'énergie à discuter, tu es en train de recueillir des informations. C'est ce qui fait que les gens s'arrêtent, qu'ils perçoivent de l'autorité dans ta voix, parce que tu ne parles pas pour réagir, tu parles pour diriger. L'observation est aussi une forme de protection émotionnelle. Quand tu te concentres sur l'analyse, ton cerveau cesse d'agir par instinct et passe au raisonnement.
Tu ne le prends pas personnellement, tu l'étudies. Et en le faisant, tu transformes la provocation en un exercice mental, pas en une attaque. Tu restes intact, parce que l'analyste ne s'offense pas, l'analyste apprend. C'est ainsi que l'on gagne sans combattre, avec un esprit froid, un regard ferme et une compréhension profonde. Observe celui qui t'attaque, et tu verras qu'il ne te détruit pas, il se révèle. Chaque mot, chaque geste est un indice de son insécurité. 3. Coupe le carburant émotionnel. Un feu de camp ne brûle que tant que quelqu'un continue à y jeter du bois. Quand tu arrêtes de l'alimenter, il s'éteint tout seul. Il en va de même pour toute attaque verbale ou provocation. Elle a besoin de ton énergie émotionnelle pour rester vivante. Celui qui cherche à te perturber ne veut pas une conversation, il veut une réaction. Si tu la lui donnes, tu perds le contrôle de la situation. Mais si tu ne le fais pas, il s'effondre dans sa propre tentative de pouvoir. La clé est de ne pas lui donner de carburant pour son feu. Chaque fois que quelqu'un t'attaque, il le fait pour tester ta stabilité. Il te lance des mots dans l'espoir d'allumer une étincelle en toi, de te sortir de ton centre. Mais si tu ne réponds pas avec colère, si tu ne te justifies pas ni ne te défends, ce feu perd de l'oxygène. Il s'éteint, non pas parce que tu l'as éteint, mais parce que tu as cessé de faire partie du jeu. À ce moment-là, l'agresseur se retrouve face à son propre reflet, sa frustration, son insécurité, son impuissance. Et toi, sans bouger, tu deviens le miroir qui l'expose. Couper le carburant émotionnel ne signifie pas être froid ou indifférent, mais intelligent. Cela signifie comprendre que l'énergie émotionnelle est un pouvoir et que celui qui la contrôle domine la situation. Machiavel le disait clairement, « Celui qui peut dominer ses passions peut dominer les autres ». Les stoïciens, quant à eux, affirmaient que personne ne peut te blesser si tu ne lui donnes pas la permission. Tous deux étaient d'accord sur un point essentiel. Les émotions sont un terrain sacré et ne doivent être utilisées qu'avec un but. Imagine que quelqu'un t'insulte dans l'intention de te blesser. Tu peux réagir et entrer dans le cercle du conflit, ou tu peux rester calme et l'observer comme s'il s'agissait d'une expérience psychologique. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir concentré. Alors que l'autre crie, tu restes ferme, sans changer ton ton, sans perdre ton axe. Cette stabilité déconcerte, confond, désarme, parce que l'agresseur attendait du feu et a trouvé de la glace. Il attendait du chaos et a trouvé du contrôle. Et dans ce contraste, il perd toute sa force. Le contrôle émotionnel est le véritable art de la guerre mentale. On ne gagne pas avec des mots, mais avec de l'équilibre. Chaque fois que tu décides de ne pas répondre impulsivement, tu entraînes ton esprit à être plus fort que tes émotions. Tu te dis à toi-même « je décide quand et comment réagir ». Et cette phrase, même si tu ne la dis pas à haute voix, devient un bouclier. Parce que personne ne peut manipuler quelqu'un qui ne se laisse pas entraîner. Quand tu ressens l'envie de réagir, fais une pause. Respire et rappelle-toi que l'autre n'a de pouvoir que si tu le lui donnes. Ne lui donne pas tes émotions, ne lui donne pas ton énergie, ne lui donne pas ta paix. C'est ce qu'il cherche vraiment. Si tu te mets en colère, il gagne. Si tu te justifies, il gagne. Si tu te troubles, il gagne. Mais si tu restes serein, même s'il y a de la tension à l'intérieur, le message que tu envoies est clair. Ton tentative n'a pas fonctionné. Et cela fait plus mal que n'importe quelle réponse agressive. Couper le carburant émotionnel te donne aussi de la clarté. Cela te permet de penser avec précision, d'agir avec stratégie, de répondre seulement quand c'est nécessaire et à partir de la raison, pas de la blessure. C'est choisir la hauteur plutôt que le bruit, l'esprit plutôt que l'ego. Parce que celui qui domine son énergie domine la scène. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à t'allumer, rappelle-toi, le feu ne brûle que si tu t'approches. Reste tranquille, garde ton calme, ne nourris pas ce qui ne mérite pas de grandir. Laisse le bruit s'éteindre tout seul et que l'autre personne se noie dans sa propre tentative de te manipuler. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de détruire l'autre, mais de rester intact pendant que l'autre se détruit tout seul. C'est la manière la plus silencieuse, mais la plus efficace,
de démontrer une supériorité psychologique. 4. Dévie avec des questions précises. Un boxeur intelligent ne bloque pas chaque coup, il les redirige. Il utilise la force de son adversaire contre lui, le fait échouer jusqu'à ce qu'il s'épuise. Il en va de même avec les mots. Lorsque quelqu'un t'attaque, tu n'as pas besoin de lever un mur, ni de contre-attaquer avec colère. Il te suffit de rediriger le coup intelligemment. Les questions sont tes mouvements de défense active, ta façon de transformer l'agression en confusion. Poser des questions est une forme de contrôle psychologique, car celui qui pose des questions guide. Lorsque quelqu'un te lance une critique, la plupart des gens répondent en se justifiant ou en discutant. Mais tu n'es pas là pour te justifier, tu es là pour dominer. Si on te dit « tu fais toujours tout mal », au lieu de répondre avec frustration, pose une question qui brise le schéma émotionnel. À quoi fais-tu exactement référence? Cette simple phrase désactive l'attaque, l'oblige à s'expliquer, à réfléchir, à reculer. La personne qui voulait te dominer doit maintenant rationaliser son impulsion. Et dans ce processus, elle perd le contrôle. Le pouvoir des questions réside dans leur précision. Elles ne sont pas posées pour te défendre, mais pour exposer le manque de logique de l'autre. Si quelqu'un te dit quelque chose sur un ton moqueur, demande-lui calmement. Est-ce que tu dis ça sérieusement ou est-ce que tu plaisantes? Cette question, prononcée calmement, coupe la tension comme une épée. Elle l'oblige à se définir, à assumer sa position. La plupart des provocateurs ne résistent pas à la clarté, car leur pouvoir réside dans le chaos, pas dans la vérité. Lorsque tu les confrontes avec un esprit ordonné, ils manquent d'air. Dévier avec des questions est une technique qui combine la ruse de Machiavel avec la tempérance du stoïcisme. Machiavel disait que la meilleure défense contre un ennemi n'est pas la force, mais la confusion. Les stoïciens enseignaient que celui qui garde son calme dans le chaos a déjà gagné. En unissant ces deux idées, tu parviens à dominer toute interaction sans perdre ton sang-froid. Ce n'est pas que tu ignores l'autre, c'est que tu l'obliges à sortir de son terrain émotionnel et à entrer dans le tien, celui de la logique, du calme et de la stratégie. Pense aux questions comme à des miroirs. Tu ne les poses pas pour comprendre l'autre, mais pour que l'autre se voie lui-même. Chaque fois que quelqu'un t'attaque, ne réagis pas, pose simplement une question. Pas sur un ton défiant, mais avec sérénité. Presque comme si tu étais vraiment intéressé par sa réponse. Pourquoi penses-tu cela? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce ton opinion ou répètes-tu quelque chose que tu as entendu? Des questions simples mais précises qui désarment même l'esprit le plus agressif. Cette méthode a un effet psychologique profond. L'attaquant, se sentant remis en question, passe de l'émotion à la raison, de l'offensive à la défensive. Son cerveau cesse de se concentrer sur la provocation et commence à traiter la question. Cette pause, ce microseconde de confusion, est ta victoire. Parce que pendant qu'il cherche à justifier son attaque, tu conserves ta sérénité intacte. Tu as redirigé le coup et l'as fait réfléchir, et à ce moment-là, le contrôle revient à toi. Dévier avec des questions te donne également le temps d'analyser. Pendant que l'autre essaie de répondre, tu observes son langage corporel, son ton, son insécurité. Tu obtiens des informations sans t'exposer. C'est une technique de pouvoir silencieux, un jeu mental où tu décides du rythme de la conversation. Tu n'as pas besoin de crier, juste de diriger calmement. Chaque provocation est une occasion de pratiquer cet art. Ne transforme pas une critique en bagarre, transforme-la en un interrogatoire contrôlé. Parce que celui qui pose des questions dirige. Celui qui réagit obéit. Et tu es ici pour diriger, pas pour obéir à l'impulsion de quelqu'un d'autre. 5. Exige de la spécificité. Les accusations vagues sont comme des ombres. Elles semblent grandes jusqu'à ce que tu les éclaires. Quand quelqu'un te critique de manière générale, il ne cherche pas à construire, il cherche à contrôler. Celui qui dit « tu fais toujours tout mal » ou « personne ne te supporte » ne décrit pas la réalité. Il essaie de te manipuler émotionnellement. L'antidote est simple mais puissant, exige de la clarté. La spécificité est la lumière qui dissout les ombres. Quand on te lance une attaque enveloppée de mots flous, ne la reçois pas. Demande-lui de la forme. Demande sans colère, d'une voix ferme. Quelle partie exactement ai-je mal faite?
Ou à quelle situation te réfères-tu? En faisant cela, tu forces l'autre à sortir du terrain émotionnel et à entrer dans le rationnel, où tu as l'avantage. Les personnes agressives prospèrent dans le chaos, mais s'effondrent quand on leur demande des détails. Parce que derrière leur attaque, il n'y a presque jamais de faits, seulement des émotions, des perceptions et des désirs de domination. Machiavel comprenait que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans le bruit, mais dans la précision. Les dirigeants qui parlaient en généralité étaient facilement manipulables, tandis que ceux qui demandaient des détails étaient craints parce qu'ils ne se laissaient pas tromper par l'ambiguïté. Les stoïciens, des siècles auparavant, enseignaient quelque chose de similaire, que la vérité se trouve dans ce qui peut être observé clairement, pas dans ce qui est supposé. En exigeant de la spécificité, tu ne te protèges pas seulement, tu révèles aussi le vide du discours de l'autre. Chaque fois que tu demandes de la précision, tu envoies un message psychologique clair. Tu ne me laisses pas manipuler par les émotions. J'ai besoin de faits. Et cela met mal à l'aise ceux qui vivent du drame, car le drame ne peut pas survivre sans exagération. Si quelqu'un te dit « tu n'écoutes jamais », ne te justifie pas. Demande « quand a été la dernière fois que j'ai parlé et que tu ne m'as pas écouté ?» Cette simple phrase désarme. Il n'y a pas de réponse sans preuve. Il est obligé de faire face à l'incohérence de son attaque. Et s'il essaie d'esquiver, sa faiblesse devient visible pour tous. La spécificité est le pouvoir parce qu'elle te place sur un terrain solide. Alors que l'autre se déplace entre les émotions, tu marches sur des faits. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, il suffit d'exiger de la clarté. Cette méthode a aussi un effet secondaire important, elle calme ton esprit. Au lieu d'absorber l'attaque, tu la transformes en un processus logique. Tu arrêtes de ressentir et tu commences à penser. Et quand tu penses, tu reprends le contrôle. Demander des détails change aussi la dynamique de la conversation. L'attaquant cesse d'avoir le rôle de juge et devient l'interrogé. Tu n'es plus sur la défensive, tu analyses. Et pendant qu'il essaie de construire des arguments pour soutenir sa critique, il se rend compte qu'il n'en a pas. La conversation s'inverse. Le pouvoir change de place. Tu n'es plus la cible, tu es l'observateur qui détecte les incohérences et domine le rythme. Il ne s'agit pas de montrer sa supériorité, mais de maintenir sa dignité. Personne n'a le droit de t'attaquer sans fondement. La clarté n'est pas une agression, c'est du respect de soi. Demander de la précision, c'est dire sans le dire. Tu ne vas pas me manipuler avec des mots vides. C'est une façon d'établir des limites sans crier, de te défendre sans perdre ton sang-froid. Parce que celui qui demande des faits montre de la sécurité. Et celui qui s'irrite face à cette demande montre de l'insécurité. La prochaine fois que quelqu'un te critique sans fondement, ne te précipite pas pour te défendre. Respire et demande calmement « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Ou peux-tu me donner un exemple? S'il n'y a pas de réponse claire, l'attaque s'effondre d'elle-même. Personne ne peut soutenir un argument sans base. Et à ce moment-là, l'autorité revient à toi. C'est ainsi que l'on démantèle les provocations déguisées en opinion. 6. Recadrer le récit. Chaque mot qu'on vous lance cherche à modeler votre perception, à vous faire douter de vous-même et à placer la conversation sur un terrain émotionnel où l'autre a l'avantage. Mais le véritable pouvoir réside dans votre capacité à donner un autre sens à ce que vous entendez, à prendre le contrôle du sens et à ne pas permettre à quiconque de décider comment vous devez vous sentir. C'est cela, recadrer le récit. Changer la perspective, pas la réalité. Lorsque quelqu'un essaie de vous humilier ou de vous provoquer, il crée un cadre psychologique où vous semblez faible et lui se sent fort. Si vous entrez dans son jeu, vous perdez. Si vous changez l'angle sous lequel vous observez, tout s'inverse. Vous n'avez pas besoin de nier ce qu'il a dit, il suffit de le redéfinir. Si quelqu'un vous traite de froid, vous pouvez penser « je suis stable ». Si quelqu'un dit que vous avez changé, vous pouvez le comprendre comme une croissance. Cette réinterprétation est ce qui vous libère de son contrôle, car le pouvoir d'un mot dépend du sens que vous lui donnez. Les stoïciens enseignaient que la souffrance ne vient pas de ce qui se passe, mais de l'interprétation que vous en faites. Marc Aurèle a écrit qu'aucun mal ne peut vous atteindre si vous décidez de ne pas le considérer comme un mal.
Et Machiavel savait que celui qui contrôle les perceptions contrôle le pouvoir. Recadrer combine ces deux idées. C'est de l'intelligence émotionnelle avec une stratégie psychologique. Lorsque quelqu'un vous lance une critique, il le fait pour vous pousser à une réaction. Mais si vous répondez à partir d'un cadre différent, vous le déconcertez. Si quelqu'un vous dit « tu te crois meilleur que les autres » et que vous répondez calmement « non, je m'efforce simplement de me surpasser », vous avez pris le contrôle. La provocation se dégonfle parce qu'elle ne joue plus selon ses règles, mais selon les vôtres. Recadrer vous protège également de l'épuisement mental. Au lieu de vous épuiser à vous demander pourquoi on vous a attaqué, vous comprenez que l'attaque en dit plus sur l'autre que sur vous. Lorsque vous faites ce changement de perspective, la tension disparaît. Vous n'ignorez pas ce qui s'est passé, vous l'interprétez avec pouvoir. Vous voyez au-delà de l'impulsion et vous vous concentrez sur la racine. Appliquer ce principe est simple. Identifier l'attaque, observer son intention et changer le contexte. Si quelqu'un essaie de vous faire sentir petit, répondez à partir de votre grandeur intérieure. S'il cherche à vous provoquer, montrez-lui votre calme. S'il veut vous confondre, montrez de la clarté. Le recadrage n'a pas besoin de mots. Parfois, un simple regard serein ou un léger sourire suffit pour montrer que sa tentative a échoué. Cette approche ne vous maintient pas seulement en contrôle, elle vous transforme également. Elle vous apprend à penser comme un stratège, pas comme une victime. Chaque provocation devient un exercice de maîtrise émotionnelle, chaque critique, une opportunité de renforcer votre esprit. Et avec le temps, les attaques perdent de leur poids, car votre cadre devient impénétrable. C'est ainsi que vous démontrez votre pouvoir sans crier, sans discuter, sans vous épuiser. En changeant le sens, vous changez le jeu. Celui qui vous offense espère vous contrôler. Lorsqu'il ne peut pas le faire, il s'affaiblit. C'est l'essence du recadrage. Ne pas permettre à l'autre de décider comment vous pensez, comment vous ressentez ou comment vous répondez. Au moment où vous prenez ce contrôle, la conversation cesse d'être une attaque et devient une démonstration silencieuse de votre force. Car la véritable maîtrise n'est pas dans la voix mais dans l'esprit qui choisit le cadre à partir duquel il interprète le monde. 7. Offre une sortie honorable. Frapper quelqu'un qui est acculé ne fait que le rendre plus dangereux. En revanche, lui offrir une porte de sortie peut transformer un ennemi en quelqu'un qui baisse sa garde. C'est l'essence de la stratégie psychologique. Comprendre que parfois, la meilleure façon de gagner n'est pas de détruire l'autre, mais de lui permettre de se retirer sans perdre complètement sa fierté. Celui qui sait offrir une sortie honorable démontre du contrôle, de l'intelligence et de la maîtrise émotionnelle. Quand quelqu'un t'attaque verbalement et que tu réponds avec agression, vous tombez tous les deux sur le même terrain. Mais si tu restes calme et lui donnes la possibilité de reculer sans l'humilier, tu changes complètement la dynamique. Il ne s'agit pas de pardonner ou de céder, mais de contrôler la fin du conflit. La plupart des attaques ne cherchent pas la vérité, elles cherchent une sensation de pouvoir. Et lorsque tu réussis à ce que l'autre conserve un peu de dignité pendant que tu maintiens le contrôle, la bataille se termine sans avoir besoin de détruire quoi que ce soit. Machiavel enseignait qu'un ennemi humilié devient un ennemi éternel. C'est pourquoi la véritable ruse n'est pas d'écraser mais de faire en sorte que l'autre se rende sans sentir qu'il a perdu. Les stoïciens voyaient quelque chose de similaire sous un autre angle. Le sage n'a pas besoin de démontrer sa victoire parce qu'il la porte en lui. Ils sont tous les deux d'accord sur un point essentiel. Le véritable contrôle réside dans l'esprit qui choisit la paix par décision, non par faiblesse. Offrir une sortie honorable peut prendre de nombreuses formes. Parfois c'est un changement de ton, une phrase qui adoucit la tension, un geste qui montre la maturité. Si quelqu'un te provoque, tu peux répondre avec sérénité. Ce n'est pas grave, je comprends ton point de vue. Cette phrase, dite sans ironie ni fierté, brise le cycle de l'hostilité. L'autre s'attendait à une guerre et a reçu de la retenue. Et dans cette retenue, il y a du pouvoir. Tu peux aussi le faire avec de l'intelligence émotionnelle. Si une personne te critique pour se démarquer, réponds-lui avec un compliment contrôlé. Tu as raison en partie, ton point de vue est également valide. Tu ne le fais pas pour flatter,
mais pour désamorcer la friction. Tu lui donnes une petite victoire apparente pendant que tu maintiens la position de contrôle. Tu le fais sortir du terrain de l'agression sans qu'il s'en rende compte. Et en le faisant, tu deviens celui qui guide l'interaction. Offrir une sortie honorable n'est pas toujours pour l'autre. Souvent c'est pour toi. Parce que rester calme, ne pas prolonger une discussion, ne pas insister pour avoir le dernier mot, c'est une façon de préserver ton énergie. La victoire psychologique ne se mesure pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui conserve son équilibre. Chaque fois que tu décides de ne pas pousser plus loin que nécessaire, tu renforces ton pouvoir interne. Cette technique nécessite de la maturité, car l'ego voudra toujours gagner complètement, prouver que tu as raison. Mais l'ego ne cherche pas la paix, il cherche le drame. Le stratège, en revanche, cherche des résultats. Si tu réussis à terminer une conversation sans perdre le contrôle, sans nuire à ton image et sans devenir ce que tu détestes, alors tu as gagné. Ta sérénité vaut plus que n'importe quel triomphe superficiel. En pratique, offrir une sortie honorable signifie utiliser l'empathie comme outil tactique. Non pas parce que tu dois comprendre l'agresseur, mais parce que comprendre sa psychologie te donne un avantage. Un attaquant calmé est un attaquant désarmé. Si tu lui donnes une façon de se retirer sans perdre la face, son ego se calme et tu restes en contrôle de la clôture. Dominer un conflit n'est pas écraser l'autre, c'est savoir quand s'arrêter. C'est avoir la sagesse de reconnaître que tout ne se gagne pas en humiliant, mais en montrant du sang-froid. Parce que la véritable autorité ne cherche pas la destruction. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont coincés dans une routine vide, comme si la vie avait un bouton de pause. Ils se réveillent, travaillent, consomment des distractions sans sens et répètent le cycle jusqu'à ce qu'un jour, ils réalisent que le temps leur a échappé. Et quand ils essaient de changer, il est trop tard. Tu ne veux pas être l'une de ces personnes. Tu ne veux pas arriver à la fin de ta vie en te demandant à quoi diable tu as passé tes jours. Mais voici la vérité brutale. Si tu ne prends pas le contrôle maintenant, si tu continues à laisser le bruit du monde dicter ton chemin, tu finiras par vivre une vie qui n'est pas la tienne. Le problème est que la plupart des gens sont endormis, vivant en pilote automatique, réagissant à ce qui leur arrive au lieu de décider ce qu'ils veulent. Ils suivent la carte que d'autres ont dessinée pour eux, ce que leurs parents voulaient, ce que la société attend, ce que leurs amis font. Et pendant ce temps, leurs propres rêves pourrissent dans l'oubli. Tu n'es pas venu ici pour exister, tu es venu pour vivre. Et pour cela, tu as besoin de te réveiller. Tu as besoin d'arrêter de gaspiller ta vie et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Tu as besoin d'éliminer les distractions, de couper le bruit et de prendre des décisions fermes. Être maître de ton temps, de ton énergie, de ton destin. Aujourd'hui, nous allons parler de comment le faire. 8 principes inspirés du stoïcisme qui t'aideront à arrêter de perdre du temps et à commencer à construire une vie qui vaut vraiment la peine. Mais avant de continuer, comprends ceci. Personne ne viendra te sauver. Si tu continues à attendre le moment parfait, si tu continues à chercher de la motivation, si tu continues à penser que demain sera le jour, alors tu es en difficulté. Le temps n'attend personne. 1. Si tu ne construis pas ton propre destin, tu finiras par vivre celui de quelqu'un d'autre. La plupart des gens passent leur vie comme des passagers d'un train qu'ils n'ont jamais choisi de prendre. Ils acceptent ce qui leur est donné, suivent le chemin qui leur est imposé et se réveillent chaque jour comme s'ils n'avaient pas le choix. Mais la vérité est différente. Il y a toujours un choix. Ce qui se passe, c'est que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Si tu ne construis pas ton propre destin, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Chaque fois que tu laisses les autres prendre des décisions à ta place, chaque fois que tu choisis le confort de suivre le courant plutôt que de te demander où il mène, tu cèdes une partie de ta vie. Quand tu ne décides pas de ce que tu veux faire de ton temps, de ton énergie et de tes compétences, quelqu'un d'autre le fera. Et ce ne sera pas pour ton bien, mais pour le sien. Regarde autour de toi. Les entreprises, les gouvernements, les médias, les réseaux sociaux, tous veulent ton attention, ton effort, ton temps.
Ils te disent quoi faire, quoi penser, comment vivre. Le monde est conçu pour que tu sois un engrenage dans leur machine, pas pour que tu sois libre. Les stoïciens comprenaient cette réalité. Tu es responsable de ce que tu fais de ton existence, personne d'autre. Tu ne peux pas contrôler où tu es né, ni les circonstances qui t'entourent, mais tu peux contrôler ce que tu en fais. Épictète est né esclave, et pourtant, il est devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Il n'a pas laissé sa situation définir sa vie. Il n'a pas accepté d'être ce que les autres attendaient de lui. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, avait le pouvoir absolu, mais il n'a jamais laissé sa position le corrompre. Il a choisi de vivre selon des principes, de prendre des décisions conscientes et de rester fidèle à ses valeurs. Il ne s'est pas laissé emporter par le courant de son époque, ni par les attentes des autres. La différence entre ceux qui construisent leur vie et ceux qui la survivent simplement est simple. Les premiers prennent des décisions, les seconds attendent que les autres les prennent pour eux. Chaque jour que tu passes sans construire ton propre chemin est un jour de plus où tu travailles pour construire celui de quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu acceptes une vie qui ne te satisfait pas, chaque fois que tu laisses passer une opportunité par peur, chaque fois que tu repousses ce que tu veux vraiment faire, tu confies ton destin à une autre personne. La plupart des gens se réveillent un jour et réalisent qu'ils ont passé des années à faire ce qu'ils étaient censés faire, à suivre les règles que quelqu'un d'autre a établies. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Le temps ne se récupère pas. Ce que tu ne construis pas, tu le perds. Le problème est que beaucoup de gens vivent avec la fausse illusion qu'il y a beaucoup de temps. Ils se disent que demain, ils commenceront à faire ce qu'ils veulent vraiment. Que dans quelques années, quand les choses seront plus faciles, ils prendront le contrôle de leur vie. Mais demain n'arrive jamais. Les excuses deviennent une habitude. Et quand ils s'en rendent compte, des décennies se sont écoulées à vivre pour les autres. Le destin ne se construit pas avec des mots, mais avec des actions. Il ne suffit pas de vouloir une vie meilleure. Il faut prendre des décisions, assumer des risques, rompre avec ce qui n'apporte rien et avancer sans regarder en arrière. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin facile, il n'y a que le choix. Soit tu prends le contrôle de ta vie, soit quelqu'un d'autre le fera pour toi. N'attends pas, ne continue pas à repousser ce que tu sais que tu dois faire. Commence à construire ton propre destin, parce que si tu ne le fais pas, tu passeras ta vie à faire partie du plan de quelqu'un d'autre. 2. La vie n'a pas de bouton pause. Arrête de faire comme si elle en avait un. Le temps ne s'arrête pas. Il n'y a pas d'attente. Il ne s'arrête pas parce que tu es fatigué, parce que tu as peur, parce que tu ne te sens pas prêt. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins sur ton compte à rebours. Pourtant, la plupart vivent comme s'ils avaient une vie infinie, comme s'ils pouvaient tout mettre en pause et le reprendre quand cela leur convient. Mais la réalité est celle-ci. Il n'y a pas de bouton pause, il n'y a pas de deuxième chance pour vivre la journée que tu as laissé filer. Chaque fois que tu repousses ce qui est important, chaque fois que tu dis « je commence demain », chaque fois que tu choisis des distractions au lieu du progrès, l'horloge continue de tourner. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a pas de futur garanti où tout sera soudainement plus facile. Il n'y a que ce moment. Les stoïciens le savaient bien. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme une pensée déprimante, mais comme un appel urgent à se réveiller. Le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux perdre une opportunité et en trouver une autre. Mais le temps que tu le perds pour toujours. Regarde combien de personnes passent leur vie piégées dans l'illusion qu'il y aura toujours un après. Après l'université, je ferai ce que j'aime. Après la prochaine promotion, je me mettrai en forme. Après que tout se soit arrangé, je commencerai à vivre vraiment. Cet après est le plus grand mensonge qui existe. Il n'arrive jamais. Il y a toujours une excuse. Il y a toujours un nouveau problème. Il y a toujours quelque chose de plus à faire avant de commencer à vivre. Et tout à coup, quand tu t'en rends compte, des années ont passé. Épictète disait que la vie n'est pas quelque chose que nous devrions remettre à plus tard, mais quelque chose que nous devrions affronter dès maintenant.
Chaque jour où tu repousses une décision, chaque jour où tu vis en automatique, est un jour que tu ne récupéreras jamais. Le confort est un poison déguisé en soulagement. Rester dans ta zone de sécurité, procrastiner, perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Tout cela semble bon sur le moment, mais tu le paieras cher. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que tu as dépensé ta meilleure énergie sur des choses qui ne signifiaient rien. La société t'a formé à croire que tu as tout le temps du monde, que tu peux prendre ton temps, que l'opportunité viendra, qu'il n'y a pas de hâte. Mais c'est un mensonge. Le temps ne t'appartient pas. C'est un prêt qui peut être retiré à tout moment. Le stoïcisme enseigne que la seule chose réelle est cet instant, le présent. Le passé est déjà parti, le futur n'est pas garanti. Tout ce que tu as, c'est ce moment. Ce que tu en fais est la seule chose qui compte vraiment. Chaque jour est une pièce que tu dépenses, que tu le veuilles ou non. La question n'est pas de savoir si tu la dépenseras, mais comment tu la dépenseras. Tu peux continuer à te perdre dans des distractions, à procrastiner, à éviter les décisions difficiles, ou tu peux commencer à bouger, à construire, à faire en sorte que chaque minute compte. Peu importe combien tu penses qu'il est tard, il est toujours plus tard que tu ne le penses. Il n'y a pas de bouton pause. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Il n'y a pas d'autre chance pour récupérer le temps perdu. Il n'y a que maintenant. Et ce que tu fais avec ce moment définit tout ce qui viendra après. 3. Brûle la carte que d'autres ont dessinée pour toi. Depuis notre naissance, la société nous donne une carte. Un chemin prédéfini qui est censé nous mener à une vie heureuse et réussie. Étudie, trouve un bon travail, marie-toi, achète une maison, 10 enfants, travaille jusqu'à 65 ans, et si tu as de la chance, profite de ta vieillesse. C'est le plan que la plupart des gens suivent sans se poser de questions. Mais voici la vérité brutale. Cette carte n'a pas été faite pour toi. Elle a été faite pour te maintenir dans le système. Si tu suis un chemin que tu n'as pas tracé toi-même, tu n'arriveras jamais là où tu veux vraiment être. Regarde combien de personnes vivent piégées dans des vies qu'elles n'ont pas choisies. Elles font ce qu'on attend d'elles, respectent les règles, suivent la route que quelqu'un d'autre a dessinée. Mais au fond, quelque chose ne semble pas coller. Parce que ce n'est pas leur chemin, c'est celui de quelqu'un d'autre. Les stoïciens l'ont bien compris. La liberté ne réside pas dans le fait de suivre un destin prédéterminé, mais dans le fait de prendre le contrôle total de ta vie. Marc Aurèle, bien qu'empereur, n'a pas vécu pour répondre aux attentes de Rome. Épictète, né esclave, n'a pas laissé son origine définir son destin. Le problème est que rompre avec cette carte imposée n'est pas facile. La peur du rejet, de l'incertitude, de l'erreur, fait que la plupart préfèrent se contenter de ce qui est déjà écrit. Mais se contenter est un autre mot pour abandonner. Si tu suis le chemin que d'autres ont dessiné pour toi, tu finiras dans un endroit que tu n'as pas choisi. Tu vivras la vie que d'autres ont conçue. Tu travailleras pour les rêves des autres et, quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard pour changer. La seule façon d'être vraiment libre est de brûler cette carte. Arrêter de suivre le chemin qu'on t'a imposé et commencer à créer le tien. Cela signifie poser des questions inconfortables. Remettre en question ce qu'on t'a dit être correct. Sortir du moule, briser les schémas, défier les attentes. Cela signifie prendre des décisions sans la validation des autres. Apprendre à marcher sans un itinéraire préfabriqué, sans certitude, sans garantie. Être le maître de chaque pas que tu fais. Beaucoup de gens te diront que tu es fou, que c'est risqué, que le plus sûr est de suivre le plan établi. Mais la chose la plus dangereuse que tu puisses faire est de vivre une vie qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas à suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à t'adapter à une histoire que tu n'as pas écrite. Tu dois écrire la tienne. Alors, prends cette vieille carte, déchire-la en morceaux et brûle-la. Parce que le seul chemin qui vaut la peine d'être suivi est celui que tu traces toi-même. 4. Arrête d'être un spectateur dans ta propre vie. La plupart des gens ne vivent pas. Ils existent simplement. Ils passent leur journée pris dans une routine vide, regardant le temps s'écouler entre leurs doigts sans rien faire de significatif. Ils se réveillent,
travaillent sur quelque chose qui ne les satisfait pas, consomment du divertissement sans sens, perdent des heures sur les réseaux sociaux, se distraient avec n'importe quoi et répètent ce cycle jusqu'à ce qu'un jour, ils réalisent que leur vie leur a échappé. Mais la vie n'est pas un spectacle. Tu n'es pas ici pour regarder. Tu es ici pour agir. Chaque fois que tu repousses des décisions, chaque fois que tu évites de prendre le contrôle, chaque fois que tu laisses les autres décider pour toi, tu deviens un spectateur. Quelqu'un qui est présent, mais qui n'a aucune influence. Et voici la vérité brutale. Personne ne vivra pour toi. Personne ne viendra te sauver. Si tu ne prends pas les rênes de ta vie, tu ne seras qu'un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Les stoïciens avaient une philosophie claire. Agis ou sois l'esclave des circonstances. Ils ne croyaient pas en la victimisation, ils ne croyaient pas en l'attente d'un meilleur moment, ils croyaient en l'action. Si quelque chose ne te plaît pas, change-le. Si tu ne peux pas le changer, adapte-toi. Mais ne reste jamais immobile à regarder le monde décider pour toi. Le problème, c'est qu'être spectateur est facile. Cela n'implique pas de risque. Il n'y a pas de décision difficile. Il n'y a pas d'échec. Tu suis simplement le courant, tu fais ce qu'on te dit, tu laisses les autres choisir pour toi et tu te convaincs que c'est bien parce que c'est la vie. Mais voici le prix de ce confort, une vie gaspillée. Chaque jour que tu vis sans but, sans direction, sans action, est un jour perdu. Les opportunités n'attendent pas. Les idées sans exécution ne valent rien. Le potentiel sans action n'est qu'un gaspillage. La peur est ce qui maintient la plupart des gens dans cette passivité. La peur d'échouer, la peur du jugement des autres, la peur de sortir de sa zone de confort. Mais si la peur dicte ta vie, tu ne seras jamais libre. Tu seras un prisonnier de tes propres excuses. Regarde autour de toi. La plupart des gens survivent simplement. Ils ne vivent pas. Ils attendent le moment parfait, le signe magique, la garantie que tout ira bien. Mais cette sécurité n'arrive jamais. Il n'y a pas de garantie dans la vie. La seule certitude est que le temps continue de s'écouler. Tu ne peux pas te permettre d'être un simple observateur. Tu dois t'impliquer. Chaque décision que tu évites, chaque opportunité que tu laisses passer, chaque jour que tu perds en distraction, est un pas de plus vers une vie sans but. Et le pire, c'est que lorsque tu te rends enfin compte, il est trop tard pour le récupérer. La différence entre ceux qui maîtrisent leur vie et ceux qui la voient passer n'est qu'une seule, l'action. Prends des décisions, fais des erreurs, apprends, avance, fais quelque chose. Peu importe la petitesse du pas, mais fais-en un. Parce que la vie ne se vit pas en regardant, elle se vit en agissant. Arrête d'attendre le moment parfait, il n'existe pas. Arrête de penser que tu as besoin de tout savoir avant de commencer. Tu ne sauras jamais tout. Arrête de donner du pouvoir à tes peurs. Si tu continues à attendre, la seule chose que tu obtiendras est de voir ta vie s'échapper pendant que tu restes à la même position. Sors de la passivité, sors du pilote automatique, prends le contrôle et arrête d'être un spectateur. Ou tu continueras à voir ta vie se gaspiller sans avoir fait quoi que ce soit de vraiment important. 5. Déconnecte-toi du bruit, connecte-toi avec toi-même. Le monde n'a jamais été aussi bruyant. Actualité, réseaux sociaux, divertissement sans fin, opinions d'inconnus, publicité, messages constants. Nous vivons bombardés de distractions, des informations sans importance qui se battent pour notre attention chaque seconde de la journée. Le problème, plus il y a de bruit à l'extérieur, moins il y a de clarté à l'intérieur. Les gens ne s'écoutent plus eux-mêmes. Leurs esprits sont saturés de ce que pensent les autres, de ce que dicte la société, de la pression de s'adapter à un moule qu'ils n'ont jamais choisi. Ils se sont déconnectés d'eux-mêmes parce qu'ils sont trop connectés au bruit extérieur. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. La paix ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans l'esprit lui-même. Épictète disait que la clé de la tranquillité réside dans le filtrage de ce que l'on consomme, dans le fait de ne pas laisser l'extérieur contaminer son essence. Mais aujourd'hui, la plupart ont perdu cette capacité. Ils sont esclaves des distractions.
Ils se réveillent et la première chose qu'ils font est de vérifier leur téléphone. Ils se comparent à des vies fausses sur Instagram. Ils consomment des opinions sans sens sur Twitter. Ils sont plongés dans un cycle sans fin de contenu vide qui n'apporte rien à leur vie. Chaque minute que tu passes à consommer du bruit inutile est une minute que tu n'utilises pas pour grandir, pour penser, pour réfléchir à ce qui compte vraiment. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu te sens perdu, pourquoi tu ne sais pas ce que tu veux, pourquoi la vie semble vide, parce que tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne te déconnectes jamais du monde extérieur pour te connecter à ton monde intérieur. Si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit, si tu veux de la clarté, si tu veux la paix, tu dois apprendre à te déconnecter. Déconnecte-toi du bruit. Arrête de remplir ta tête avec les déchets que le monde te pousse tous les jours. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Tu n'as pas besoin d'être disponible tout le temps. Tu n'as pas besoin de la validation de personne. Commence à être avec toi-même. Passe du temps en silence. Réfléchis. Écris. Pense. Écoute ce que tu veux vraiment. Les stoïciens pratiquaient l'isolement mental, pas comme une forme d'évasion, mais comme une forme de renforcement. Si ton esprit est faible, le bruit du monde te dominera. Si ton esprit est fort, tu seras immunisé contre la distraction. Choisis où tu concentres ton attention. Consomme moins, crée plus. Parle moins, écoute plus. Pense moins à ce que font les autres, pense plus à ce que tu veux construire. Si tu continues à permettre au bruit de te contrôler, tu n'entendras jamais ta propre voix. Déconnecte-toi du bruit, connecte-toi avec toi-même. 6. Tue l'imposteur qui vit dans ta tête. Il y a une voix en toi qui te dit que tu n'es pas assez bon, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu vas échouer. Cette voix est l'imposteur, une ombre mentale qui te sabote, te paralyse et t'empêche d'avancer. C'est la voix qui te dit que tu n'es pas assez intelligent pour démarrer cette entreprise, que tu n'as pas le talent pour atteindre tes objectifs, qu'à tout moment, quelqu'un découvrira que tu es un fraudeur, que tu ne mérites pas d'être où tu es. Et voici la vérité brutale, cet imposteur est un mensonge. Les stoïciens enseignaient que notre pire ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans notre propre esprit. Ce ne sont pas les obstacles qui nous arrêtent, mais nos interprétations de ces obstacles. La peur, l'insécurité et le doute ne sont que des illusions que nous avons construites avec le temps. Marc Aurèle l'a expliqué clairement. Si quelque chose d'extérieur te tourmente, la douleur ne vient pas de la chose en elle-même, mais de l'opinion que tu as d'elle. Il en va de même pour l'imposteur dans ta tête. Il n'est pas réel. Ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est qu'une distorsion de ta propre perception. Cependant, si tu ne le tues pas, il prendra le contrôle de ta vie. Chaque fois que tu laisses passer une opportunité par peur, chaque fois que tu ne parles pas par peur de te tromper, chaque fois que tu penses que tu n'es pas assez bon, tu donnes du pouvoir à cette voix. Et la dure réalité est que la plupart des gens laissent l'imposteur gagner. Ils renoncent à leurs rêves avant même d'essayer. Ils se convainquent qu'ils ne sont pas assez bons avant même de le vérifier. Et ainsi, ils passent leur vie enfermés dans une prison mentale qu'ils ont eux-mêmes construite. La peur de ne pas être suffisant est naturelle, mais elle ne doit pas dicter ta vie. Les meilleurs dans n'importe quel domaine entendent aussi cette voix. La différence est qu'ils agissent malgré la peur. Ils n'attendent pas de se sentir prêts. Ils n'attendent pas que l'insécurité disparaisse. Ils avancent simplement. Si tu attends de te sentir prêt avant de commencer quelque chose, tu ne le feras jamais. Personne ne commence en étant un expert. Personne ne commence en sachant tout. La maîtrise vient avec l'action, pas avec le doute. Tu n'as pas besoin de te sentir confiant pour agir. Tu as besoin d'agir pour te sentir confiant. Regarde comment les enfants apprennent à marcher. Ils tombent des centaines de fois. Ils ne s'arrêtent pas pour penser. Peut-être que je ne suis pas bon à ça. Ils essaient simplement jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Mais quand nous grandissons, la société nous entraîne à craindre l'erreur, à éviter la honte, à ne pas prendre de risques. Et cette mentalité tue plus de rêves que l'échec. L'imposteur dans ta tête ne partira pas tout seul. Tu dois le tuer à coups d'action.
Fais ce qui te fait peur. Fais le pas, même si tu as l'impression de ne pas être prêt. Expose ton travail, même si tu penses qu'il n'est pas parfait, parce que la seule façon de prouver à cette voix qu'elle a tort, c'est d'agir. Chaque fois que tu avances malgré la peur, l'imposteur s'affaiblit. Chaque fois que tu agis, tu gagnes en confiance. Chaque fois que tu ignores cette voix et que tu continues à avancer, tu te rapproches de la vie que tu veux. L'imposteur n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est le temps que tu perds à l'écouter. Alors arrête de nourrir cette voix. Tue-la, parce que si tu ne le fais pas, c'est elle qui finira par tuer tes rêves. 7. Brise les chaînes du temps perdu. Le temps est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins dans ton compte à rebours. Pourtant, la plupart continuent de vivre comme s'ils avaient une éternité devant eux, comme s'ils pouvaient gaspiller des années sans conséquence. Et quand ils se réveillent enfin, quand ils réalisent qu'ils ont laissé échapper leur vie, il est déjà trop tard. Rien n'est plus tragique que de regarder en arrière et de voir tout ce qui n'a pas été fait. Les opportunités n'attendent pas, la vie n'attend pas. Mais trop de gens restent coincés dans la mentalité du « il y aura du temps », croyant que l'avenir est une garantie, alors qu'en réalité, il n'est qu'une illusion. L'horloge ne peut pas être mise en pause, personne ne peut l'arrêter. Les stoïciens répétaient un principe fondamental, « memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme une idée dépressive, mais comme un rappel pour vivre avec urgence, pour ne pas remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Le plus grand gaspillage de la vie est de croire qu'il y aura toujours plus de temps. Sans s'en rendre compte, beaucoup ont perdu trop de temps. Des heures à défiler sur les réseaux sociaux, des jours coincés dans des doutes inutiles, des années à repousser des décisions importantes. Tout ce temps est parti et ne reviendra pas. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas le temps déjà perdu, mais le temps qu'il reste. Beaucoup de gens restent coincés dans le regret. Ils se lamentent sur les opportunités qu'ils ont laissées passer, sur les mauvaises décisions qu'ils ont prises, sur tout ce qu'ils n'ont pas fait quand ils le pouvaient. Et en faisant cela, ils continuent à perdre plus de temps. C'est un cercle vicieux qui ne se brise qu'avec l'action. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un bonhomme, sois-en un. Il ne suffit pas de penser, il ne suffit pas de planifier, il faut agir. Au lieu de gaspiller de l'énergie à regretter ce qui est déjà passé, il vaut mieux se concentrer sur ce qui peut encore être changé. Le temps n'appartient à personne, il a été prêté et peut être réclamé à tout moment. Chaque jour passé dans la même routine, coincé dans les mêmes distractions, laissant l'inertie prendre le contrôle, est un jour de plus qui ne sera jamais récupéré. Tant que le même schéma de gaspillage persiste, l'horloge continuera de tourner. Couper ce qui n'apporte rien est la seule issue. Il n'y a aucun sens à continuer à investir du temps dans ce qui n'a pas de valeur. Si quelque chose ne rapproche pas de l'objectif, alors il l'éloigne. Il n'y a pas de point intermédiaire. On avance ou on recule. On construit ou on détruit. On profite du temps qui reste ou on continue à le gaspiller. Beaucoup souhaitent changer, mais ne sont pas prêts à lâcher ce qui les retient. On ne peut pas avancer tout en portant les mêmes fardeaux. Le temps n'attend pas. Il ne s'arrête pour personne. Ce qui est passé, mais ce que tu fais à partir de maintenant est ce qui compte vraiment. Ne continue pas à perdre ce que tu peux encore utiliser. Fais en sorte que le temps qu'il te reste en vaille la peine.